Bonjour, soyez la bienvenue. Merci. Au Sénat, en ce moment, vous examinez le projet de loi Riposte. C'est un choc d'autorité et d'efficacité. C'est ce que dit en tout cas le gouvernement. Il y a beaucoup de choses dans ce texte. Rêve party, mortier d'artifice, rodéo motorisé, violence dans les stades et protoxyde d'azote. Alors écoutez Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, sur le protoxyde d'azote. Il était sur BFM TV hier. Nous créons des sanctions, 3 délits qui vont permettre de réprimer cet usage, ce détournement d'usage. Est-ce que ça veut dire que vous allez fermer ces sites de commerce? Je vous commerce? assure que ça n'existe pas. Oui, la loi Riposte permettra de fermer tous les commerces qui vendent de manière illicite du protoxyde d'azote. Mais vous ne pouvez pas sanctionner des personnes qui consomment sur l'espace public, des personnes qui transportent de manière illégale. Et dans le projet de loi Riposte, on permet en plus de fermer administrativement des commerces qui ne sont pas des commerces spécialisés. On vend du protoxyde d'azote dans des épiceries, dans des commerces qui n'ont pas le droit de le faire. Ça, on le constate tous les jours et on pourra sanctionner. Et fermer la boutique. Ce sera un délit, on pourra fermer surtout, fermer administrativement. Et ça, c'est extrêmement important. Agnès Evren, est-ce que c'est une solution au problème de ce protoxyde d'azote qui fait des ravages, notamment chez les jeunes? Ben là, il y a un enjeu sanitaire énorme. C'est le nouveau poison de notre jeunesse. D'abord, pour recontextualiser en fait ce texte de loi, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est peu de le dire, il y a une violence endémique qui touche à la fois les territoires ruraux, mais également les territoires urbains. Et on assiste tous les jours, sous nos yeux, à une déliquescence de l'autorité de l'État et la délinquance du quotidien, dont font partie justement le détournement d'usage du protoxyde d'azote, les raids urbains, les rêves parties illégales, pourrissent en fait le quotidien des Français. Donc il était essentiel de prendre des mesures et des sanctions, parce qu'il y a aujourd'hui, il faut le dire, un sentiment d'impunité. C'est-à-dire que les sanctions ne sont pas suffisamment fermes et immédiates. Et donc là, il est vrai que ce projet est censé s'attaquer, justement, à ces sanctions. La fermeture de magasins qui, illicitement, vendent ce protoxyde d'azote. Absolument. Mais moi, ce que je regrette, en fait, sur le protoxyde d'azote, et d'ailleurs, j'ai pris la parole au Sénat sur ce sujet-là, pour demander l'interdiction totale de la vente du protoxyde d'azote. Parce qu'il y a une loi à tous. Parce qu'en fait, la loi de 2021 interdit aux mineurs, mais elle a été totalement contournée parce qu'en fait, il y a des majeurs qui achètent en pagaille, en fait, du protoxyde d'azote et qui, évidemment, a fait qu'aujourd'hui, il faut le savoir, en l'espace de 2 ans, le nombre d'affaires judiciaires concernant le protoxyde d'azote a augmenté de 76%. C'est vous dire si aujourd'hui, c'est une drogue et qu'elle n'est pas encore classifiée comme stupéfiant. Moi, donc ce que je demande, plus loin que le texte du gouvernement. Absolument. Et le ministre m'a répondu que, en fait, il y avait une réglementation européenne qui bloquait le fait de la classer comme une drogue. Aujourd'hui, souvenez-vous de ce petit jeune Mathis, 19 ans, à Lille, qui en novembre dernier a été percuté par un chauffard qui était sous l'emprise massive du protoxyde d'azote et qui est mort alors qu'il allait fêter ses 20 ans. Et on doit, la maman de Mathis aujourd'hui, de rendre cette vente du protoxyde d'azote totalement interdite à tous les particuliers. Et j'insiste là-dessus parce que à Paris, c'est un ravage. C'est-à-dire qu'on en a dans les établissements scolaires, autour des établissements scolaires, dans les avenues comme les Champs-Élysées, les Trocadéro, dans le 15e Nord où je suis élue, on retrouve des bonbonnes entières en fait. C'est aussi d'ailleurs un désastre environnemental. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, on retrouve des milliers de bonbonnes incinérées en fait qui explosent et qui payent toutes ces réparations? Ce sont là encore les Français malheureusement. Et donc, il y a un sujet sur lequel je trouve il n'y a pas non plus de prévention suffisamment forte et suffisamment massive vis-à-vis des jeunes. Il y en a qui aujourd'hui, dans la solitude de leur chambre, seuls, consomment du protoxyde d'azote. Parce que ça s'appelle le gaz hilarant. Alors on a l'impression que c'est un gaz rigolo. Non, ça tue. Les conséquences sont absolument dramatiques sur le plan neurologique. C'est des séquelles neurologiques irréversibles. C'est de l'asphyxie, c'est de la perte de connaissance, c'est des chutes mortelles, c'est des accidents mortels également. Et donc, je me demande ce qu'attend le gouvernement, en fait, pour faire des opérations coup de poing, y compris à Paris, dans les secteurs à haute tension où il y a une consommation importante. Alors, le ministre avait l'air évidemment extrêmement conscient. D'ailleurs, c'est lui qui, quand il était préfet à Paris, préfet de police à Paris, avait pris un arrêté, puisque vous savez que les préfets, comme il y a un vide juridique, ont pris des arrêtés pour l'interdiction notamment aux mineurs et dans certains secteurs. Et en fait, moi, j'ai demandé également la prolongation de cet arrêté qui se termine au 31 mai, le plus loin possible, le temps qu'on ait une loi nationale d'interdiction aux particuliers.
Alors, je le disais, ce projet de loi, il est assez hétéroclite. Il concerne également d'autres troubles à l'ordre public, comme les rêves. Oui, mais là c'est un sujet, c'est une drogue massive, et je vous assure que c'est la nouvelle drogue de nos jeunes. Oui, c'est pour ça que ça s'achète comme un bonbon. Ça s'achète comme un bonbon désormais. Mais je voulais revenir aussi sur l'ensemble du texte et sur les autres éléments et les autres articles. Il y a aussi donc les rodéos motorisés ou l'usage de stupes, évidemment, avec des amendes forfaitaires délictuelles, des AFD qui, dans certains cas, vont être augmentées. C'est une des principales réponses du gouvernement. Pourtant, l'efficacité de ces AFD est remise en cause par un récent rapport de la Cour des comptes. Absolument, absolument. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a été dit par le ministre dans son intervention. Il faudra voir, il y a une concertation qui va avoir lieu. Ils ont augmenté en fait le prix de l'AFD, mais ce qu'il faut maintenant, c'est qu'elle soit... Par exemple, stupéfiants, ce serait de 200 à 500 euros. À 500 euros, exactement. Mais c'est l'effectivité en fait, le paiement de cette AFD qui visiblement n'est pas très efficace. Et donc il va lancer une concertation, il l'a dit, pour faire en sorte que ce soit mis en application. En tout cas, donc Agnès Evren, est-ce que le choc d'autorité et d'efficacité qui est annoncé par le gouvernement a vraiment lieu avec ce texte-là ? Alors, que les choses soient claires. Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, le principal angle mort de ces derniers gouvernements d'Emmanuel Macron, c'est la sécurité, c'est le régalien. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, une déliquescence de l'autorité de l'État, et que ce texte, dont on a dit que c'était une espèce de loi catalogue, où on prend en fait tous les sujets de délinquance au quotidien qui pourrissent la vie des Français, et on essaie de mettre des sanctions en face. Donc ça part d'une bonne intention, ça va dans la bonne direction, mais là encore c'est insuffisant. Je le disais sur le protoxyde d'azote, je le dis sur les rodéos urbains, encore une fois, c'est un sujet très complexe, mais il faut désormais avancer, c'est ce que le ministre a essayé de faire. Par exemple, j'ai entendu ce matin que vous parliez notamment de l'expulsion. C'était l'amendement d'ailleurs de Valérie Boyer, de tous ceux qui étaient auteurs de rodéos urbains. Sauf que, hélas, ce qui nous a été répondu, c'est qu'en fait, c'était contraire à l'individualisation des peines. Parce qu'on ne peut pas suspecter aujourd'hui notre groupe au Sénat de mollesse sur ces sujets-là, surtout avec la ligne de fermeté de Bruno Retailleau. Donc après, on est dans un état de droit et que tout n'est pas possible immédiatement. C'est ça le sujet aussi, c'est pas si simple. Agnès Evren, ça y est, Emmanuel Moulin a été auditionné ce matin par les parlementaires, par la Commission des finances, et il va devenir le gouverneur de la Banque de France. Écoutez, Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement national et président délégué du groupe RN à l'Assemblée, qui a vivement critiqué le bilan d'Emmanuel Moulin à la tête du Trésor. Il était l'invité de Laurence Ferrari, c'était ce matin sur CNews et Europe 1. Monsieur Moulin, il était directeur du Trésor. Alors qu'est-ce que c'est la direction du Trésor ? C'est un service de Bercy qui gère les prévisions, lapsus révélateur économique et financière. Et Monsieur Moulin, il a perdu 40 à 60 milliards d'euros de recettes. Et vous savez, c'est entre 2022 et 2024, c'est les deux budgets où on a eu un déficit record monstrueux de plus de 5%. Et donc Monsieur Moulin est directement responsable de cela. Donc il est inapte à occuper le poste complètement de gouverneur. Complètement inapte, incompétence professionnelle. J'en reviens, incompétence morale. Donc tout ça est insupportable. Tout ça est scandaleux, donc j'espère qu'on va réussir à leur faire barrage. Je me permets de lancer un appel à votre antenne aux sénateurs de LR, aux sénateurs du centre qui doivent faire barrage aux macronistes Moulin. Ça dépend de LR. Alors visiblement, il n'y a pas eu barrage de la part des sénateurs LR. Non. Alors je ne vous cache pas, je ne suis pas membre de la Commission des finances et donc je n'ai pas voté. Mais le groupe sénatorial, LFI, PS, RN étaient contre, on l'a bien compris. Et ceux qui ont voté, ça s'est joué à pas grand-chose, je crois. Mais le suspense, en tout cas, était assez haletant. En fait, ça s'est joué surtout avec les voix des LR et des centristes. Alors, après, il est vrai que moi, j'ai discuté avec quelques sénateurs membres de la Commission des finances qui considéraient qu'il avait le profil et la compétence à mettre au service justement de la Banque de France. Et c'est pour ça qu'ils ont voté. Mais que les choses soient très très claires, nous, on n'est pas la béquille du macronisme, et ça, moi, je vous le dis, peut-être que je n'aurais pas voté, mais en l'occurrence, son profil, visiblement, il a été auditionné, correspondait aux attentes et aux besoins, en fait, de cette institution. Et donc, voilà, il a voté. Mais, ce qui gêne surtout, on a ce qui est dénoncé, c'est que c'est une nomination du président de la République qui est accusé de verrouiller les institutions alors qu'il quitte le pouvoir dans un an. Mais très franchement, j'ai l'impression qu'on découvre la lune, c'est toujours les mêmes débats. C'est évident que le président place ses proches dans ses institutions. Je veux dire, on le sait, ça s'est toujours passé comme ça.
toujours passé comme ça. Il est vrai que la droite, en tout cas certains sénateurs, ont voté pour. Ils considèrent véritablement que c'était sur le plan technique un haut fonctionnaire intègre qui fera bien le travail. Après, sur l'indépendance, il ne faut pas être naïf. Évidemment qu'il a été placé là parce qu'il est proche d'Emmanuel Macron, tout simplement. Et ce n'est pas la première fois. Et peut-être que ce ne sera pas la dernière fois quand on connaît l'attitude d'Emmanuel Macron. Alors, il y aurait eu un supposé accord entre le Sénat et l'Élysée en échange d'une nomination, donc, Emmanuel Moulin à la Banque de France contre François-Noël Buffet, qui est ancien ministre, sénateur Les Républicains, et qui deviendrait défenseur des droits. Alors, je vous le dis franchement, c'est totalement pipeau. Moi, je connais bien Gérard Larcher, je connais sa rectitude. Chez lui, il n'y a jamais de deal de ce type caché avec Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, vous le savez, les relations ne sont pas bonnes du tout entre Sébastien Lecornu et le Sénat, et entre le président Macron et Gérard Larcher. Donc très franchement, je pense que ce soi-disant deal n'a pas eu lieu, et François-Noël Buffet a des compétences. Il a été un excellent ministre délégué à l'intérieur auprès de Bruno Retailleau, et donc franchement, je pense que ce deal est totalement pipeau. Agnès Séverine, vous êtes sénatrice. Dans le contexte politique actuel, c'est quand même surprenant, parce que je vous dis, les relations ont été très refroidies entre eux. Vous êtes porte-parole du parti Les Républicains et sénatrice Les Républicains à Paris. Dans un instant, on parlera du scandale du périscolaire. Vous avez vu qu'il y a eu un vaste coup de filet dans l'école Saint-Dominique du 7e arrondissement de Paris. A tout de suite sur Europe 1. Avant de parler de la présidentielle, vous êtes sénatrice de Paris. Je voulais évoquer avec vous ce scandale du périscolaire. Vous savez que le parquet a ouvert des enquêtes dans 84 maternelles, une vingtaine d'écoles élémentaires, une dizaine de crèches. Les chiffres ont été révélés par Laure Becquot, la procureure de Paris. Et ce matin, on a appris qu'un vaste coup de filet avait eu lieu avec 16 personnes interpellées et placées en garde à vue, rien que dans l'école Saint-Dominique, l'école maternelle Saint-Dominique du 7e arrondissement de Paris. Écoutez Emmanuel Grégoire, le maire socialiste de Paris, qui s'est félicité que la justice s'empare du sujet sur le périscolaire. Il était sur RTL ce matin. Des mesures exceptionnellement exigeantes ont été prises depuis plusieurs mois, et en particulier depuis que je suis maire, de façon à rétablir la confiance. Les animateurs sont suspendus au moindre signalement. Ils sont systématiquement. Systématiquement, depuis que je suis élu, au moindre signalement. Y compris... Quitte à ce que ça soit injuste, parce que les cinémas... Bien sûr, et c'est bien toute la problématique dans laquelle on est, mais je l'ai déjà dit, je préfère être injuste pour le moment vis-à-vis des agents, plutôt que de prendre le moindre risque vis-à-vis des enfants. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Grégoire, là, il a lancé également une convention citoyenne lundi, dans la première session s'est tenue lundi en tout cas, est-ce que vous pensez qu'il arrive à appréhender l'ampleur de ce scandale et de ce qui se passe à Paris, et peut-être pas seulement à Paris? Bien sûr que non, cette convention citoyenne, c'est une seule et unique opération de diversion. Ça fait 10 ans que cette affaire dure, ça fait 10 ans que la droite avait alerté, et il y a une omerta totale et inadmissible. C'est une faillite systémique. Non, mais il faut savoir que si, hélas, les parents se sont retrouvés seuls, c'est parce qu'ils ont saisi la justice que l'affaire a pu éclater. Emmanuel Grégoire le sait depuis 10 ans, il n'a strictement rien fait. À aucun moment, il n'a fait d'article 40, à aucun moment il n'a saisi la justice, et donc on voit bien qu'il y a 2 poids 2 mesures, où quand il y avait l'affaire Betaram, on nous en parlait matin, midi et soir, alors que c'était il y a 30 voire 40 ans, là on parle de crimes commis sur des petits enfants de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, et qu'en fait on n'en parle pas. On n'en parle pas, donc il était temps en effet que les parents saisissent la justice, parce que là encore je le redis, 84 écoles maternelles, 20 écoles primaires, 10 crèches, une école sur 10 est aujourd'hui concernée par des affaires de pédophilie. Moi, je peux vous donner mon exemple. Je suis élue du 15e arrondissement. Il y avait un animateur qui était dans le 7e, qui a été suspecté en fait de violence verbale vis-à-vis d'un enfant. Il n'a pas été suspendu, il a été déplacé dans le 15e. Okay, il venait du 7e. Une fois qu'il a été déplacé, on s'est rendu compte qu'il avait commis un viol. Il n'a été suspendu qu'à ce moment-là. Et quand les parents ont dit « mais comment se fait-il qu'on aurait dit immédiatement réagir ?» Ah ben il fallait lui donner une seconde chance. Donc en fait, les décisions sont totalement hors sol. Cette convention citoyenne, c'est un écran de fumée. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, et d'ailleurs Inès de Ragnel va poser une question au Conseil de Paris tout à l'heure, c'est évidemment une mission d'information qui a les prérogatives d'une commission d'enquête. Alors, j'allais vous poser la question. Et de sortir, et ça c'est important, je tiens à le dire, et de sortir du dispositif du périscolaire les écoles maternelles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si des enfants de
3, 4, 5 ans ne peuvent pas véritablement s'exprimer. C'est pour ça qu'en fait, ça attire tous les pédophiles qui n'ont même pas de formation. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à des animateurs qui ne sont formés sur rien, à les mettre en lien avec des gamins de petits-enfants de 3 ans? Franchement, je trouve ça dégueulasse. Vous diriez que c'était un scandale politique, ce qui s'est passé? Non seulement c'est un scandale politique, mais il y a aussi une responsabilité pénale qui doit être engagée d'Emmanuel Grégoire, parce qu'il y a une inaction depuis 10 ans, je le redis. Vous savez, le recrutement des agents de la ville de Paris incombe exclusivement à la ville de Paris. Donc il y a non seulement une responsabilité politique de la municipalité sortante, on a alerté en 2015 et il ne s'est rien passé, mais il y a aussi une responsabilité, pénale de la ville de Paris, puisqu'elle en a la compétence. Le recrutement des agents dans le périscolaire, c'est de la compétence, encore une fois, de la ville de Paris. Pourquoi est-ce qu'à aucun moment Emmanuel Grégoire n'a pas pris l'initiative de saisir la justice, puisqu'il était alerté? Les LR pourraient proposer une commission d'enquête parlementaire? On va le redemander là tout à l'heure. Et on ose espérer que cette fois-ci, Emmanuel Grégoire acceptera. Parce que quand je le vois donner des leçons à Patrick Bruel, on a envie qu'il ait la même intransigeance vis-à-vis des animateurs qui ont été suspendus et qui ont été suspectés, qui n'ont pas été suspendus, mais très souvent déplacés. C'est ça qui est incompréhensible pour les parents. Les chiffres sont glaçants, vous l'avez rappelé. Hein. C'est une centaine d'écoles qui sont voilà, concernées. Absolument. Une école sur 6. Alors après, il y a tout un sujet, évidemment, sur la formation. Vous savez, ça ne sont à 80% que des vacataires. Et c'est un métier très précaire, c'est-à-dire qu'en fait, on prend le tout venant. Mais est-ce qu'on réalise aujourd'hui que dans notre pays, dans notre collectivité, on devrait donner à chaque enfant la garantie qu'il est dans une bulle de sécurité quand il franchit la grille de l'école, qu'il est là dans un climat de sérénité, d'apprentissage et de protection? Eh bien aujourd'hui, cette garantie, non seulement elle n'est pas accordée aux parents, mais il parle du mot confiance. Il n'y a aucune confiance. Moi, j'ai vu des parents qui emmenaient les enfants la boule au ventre. C'est inadmissible. Défaillance de l'État? Alors, l'État, pour le coup, encore une fois, je le redis, le recrutement des agents incombe à la ville de Paris. L'État peut éventuellement contrôler, mais pour le coup, l'État n'a pas de responsabilité. Moi, ce que j'avais demandé, j'avais posé une question d'actualité quand j'étais sénatrice, j'avais demandé au ministre de l'Éducation nationale, j'aurais pu le dire au Premier ministre, il aurait pu se porter civil, puisqu'il y a quand même, ce sont encore une fois des crimes qui sont commis sur des mineurs, et quand on parle de mineurs, il faut bien préciser, des tout petits, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans. Oui, c'est 84 écoles maternelles. Hein. Oui, c'est ce que j'ai dit, non, 84 écoles maternelles, 20 écoles primaires et 10 crèches. Voilà, une école sur 6. Enfin, je veux dire, on est quand même à Paris, dans des collectivités publiques avec des agents publics. Comment est-ce qu'on a pu, pendant 10 ans, en fait, ne rien dire? Encore une fois, je le redis, Bétaram, on en parlait matin, midi et soir, c'était il y a 30 ans. Là, on parle d'aujourd'hui, maintenant, ici, maintenant à Paris. Donc il faut impérativement, je pense, sortir en fait les maternelles du périscolaire et puis obtenir cette mission d'enquête et faire beaucoup plus de contrôle. Il n'y a pas de contrôle effectué. On sait qu'ils ne sont pas formés et les inspecteurs ne se rendent pas en fait dans les établissements pour aller contrôler. Moi, je voudrais d'ailleurs proposer au Sénat aussi une mission d'information sur l'encadrement en fait organisé dans le périscolaire. Et ça me semble, encore une fois, essentiel. Alors, on vous répondra qu'il n'y avait pas assez de moyens, assez de personnes, justement, pour effectuer ces vérifications et ces recrutements. Eh bien voilà, ça c'est un prétexte. Encore une fois, je le redis, nos enfants, quand ils franchissent le seuil de la porte de l'école, ils doivent être dans une bulle de sécurité de la porte de chez eux à la porte de l'école. C'est inadmissible et j'ose espérer encore une fois que la responsabilité pénale de la ville de Paris sera engagée, que l'enquête nous dira, parce que pour l'instant, la chaîne des responsabilités, personne n'a réussi à la clarifier véritablement. On sait que la ville de Paris savait, mais qu'à aucun moment ils n'ont saisi la justice. Encore une fois, on est en Absurdistan, là, vraiment. Agnès Séverine, parlons de 2027. Alors, le renouvellement, il y a un grand ménage qui va être fait au sein des Républicains au mois de juin, d'ici un mois, puisqu'avec le renouvellement des instances locales du parti, visiblement, les amis du président et candidat des Républicains, Bruno Retailleau, devraient être en force. Vous le contestez? J'aime beaucoup le grand ménage. Le ménage. Moi, je trouve au contraire que Bruno Retailleau a fait preuve à plusieurs reprises d'exercice démocratique. Quand il s'est agi, placé proche. Oui, mais c'est la démocratie interne. Quand regardez la première fois les amis de Laurent Wauquiez, pour être clair, sur exercice démocratique, quand il a fallu choisir donc le président du parti.
Voilà, il y a eu une élection interne, exercice démocratique quand il a fallu ensuite désigner le candidat. Et là, il y a des élections internes. Il y a une vraie démocratie interne. Et je ne vais pas vous faire de langue de bois. La vérité, c'est que c'est classique, en fait, de placer des proches dans des fédérations parce que ce sont ensuite des relais dans chacun des départements. Moi, je préside la Fédération de Paris, qui est la première fédération en nombre d'adhérents. Évidemment que la Fédération de Paris a pesé au moment de choisir entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, puisqu'en l'occurrence, moi, j'avais donné mon avis sur le sujet en disant que Bruno Retailleau incarnait un espoir à droite et que donc, moi, à titre personnel, je votais et s'il pouvait suivre. Donc enfin, voilà. Donc, vous voyez, aujourd'hui, plutôt que de dire faire le ménage, je pense que c'est tout simplement des élections internes. Moi, je suis candidate à ma réélection. J'ai 2 candidats face à moi. Et c'est ce qu'on appelle la démocratie. Et il y a 5000 candidats en tout, dans toute la France, pour les Républicains, qui ont candidaté pour des élections internes dans tous les départements. Ça prouve qu'il y a une appétence, qu'on se dit que la droite, évidemment, doit peser dans cette année absolument décisive. Et d'ailleurs, c'est Bruno Retailleau qui a été légitimement choisi. Ça a même été dit par Laurent Wauquiez. Oui, j'allais y venir justement, parce que là, lui, il a dit quasiment chaque semaine, on a un nouveau candidat à la présidentielle à droite. À quel moment on va s'arrêter? C'est ce qu'il a dit, mais il a dit que le candidat légitime pour les Républicains, c'était quand même Bruno Retailleau. Donc pourquoi là faire le ménage? Puisque finalement, il semble plutôt se mettre lui aussi en ordre de bataille. En fait, c'est pas véritablement le ménage, encore une fois. Vous savez, vous pouvez jamais forcer un candidat à être candidat à la tête d'une fédération. C'est quand même un job qui est très prenant, qui est assez contraignant. Dans une période, il faut le dire, où la droite n'est pas dans une forme olympique. Et donc, j'ai d'ailleurs été étonnée de voir combien il y avait de candidats. C'est juste tout simplement que, encore une fois, il est candidat à la présidentielle, il est en train de tracer son sillon, il va défendre notre projet, et les électeurs de droite veulent un projet de droite, et donc forcément, il place un peu Vous ferez partie de l'équipe de campagne? Écoutez, on verra bien. Voilà, moi, je suis porte-parole des Républicains, je suis très utile déjà là où je suis actuellement. Merci beaucoup Agnès Séverne, sénatrice LR et donc porte-parole des Républicains.